On peut dire qu'en fait, on a tous l'impression que dès qu'on est en interaction avec un collaborateur, on travaille en mode collaboratif. Eh bien non, le mode collaboratif, ce n'est pas ce que l'on pense, ça s'apprend. Prenons par exemple l'exemple de la navette Challenger. Challenger est un très bel exemple parce que c'est une navette qui a explosé en vol. Pourquoi a-t-elle explosé en vol? Eh bien, ce que nous disent aujourd'hui ceux qui ont bien sûr débriefé les erreurs, eh bien, ils nous apprennent que les experts n'ont absolument pas voulu remettre en question le rôle des managers et que leurs managers n'ont pas voulu critiquer les experts. Et donc, il y a eu une sorte de travail eh bien, en collaboration, en mode consensus, et nous n'avons pas, dans cet exemple, eh bien, été jusqu'au bout de la création en intelligence collective, puisque personne n'osait exprimer largement et ouvertement ses idées et ses doutes. C'est pour cette raison qu'apprendre à travailler en mode collaboratif est essentiel dans des environnements complexes. Nous avons un très bel exemple. Bon, vous avez tous joué à Assassin's Creed ou à Lapin Crétin, j'imagine. C'est bien sûr Ubisoft, cette entreprise de jeux, qui peut eh bien, nous aider à comprendre ce qu'est l'intelligence collective. Ubisoft crée des jeux. Les jeux sont des œuvres collectives. Et dans l'interview que je vous invite à écouter de la directrice du laboratoire d'innovation d'Ubisoft, eh bien, on apprend qu'en fait, quand on imagine des jeux, on imagine des univers complexes. Et pour pouvoir, quand on est collaborateur, participer à la création de ces univers complexes, on ne peut pas appliquer des tâches ou faire ce que l'on devrait nous dire. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, on crée avec les autres en temps réel. On crée de l'intelligence collective. Alors cette vidéo vous apprendra les recettes d'Ubisoft qui créent des œuvres collectives et qui travaillent en mode collectif. La première recette, c'est qu'il faut des équipes diversifiées avec des talents qui sont complètement différents. La deuxième recette, c'est d'abord qu'il ne faut pas avoir peur de remettre en cause les idées des autres. Il ne faut pas avoir peur du conflit. C'est une source de créativité. Ce qui est important, c'est la bienveillance, c'est l'écoute, c'est d'accepter la différence. La troisième recette, très importante, c'est bien sûr quand le lab d'innovation va mettre à disposition de tous des outils et qu'il faut laisser la liberté aux collaborateurs de puiser dans ces outils pour co-créer avec les autres. Et la quatrième recette très importante, c'est que le cadre de confiance, le cadre de management doit être la sécurité de la différence. Je vous invite donc à regarder cette magnifique vidéo pour comprendre vraiment l'articulation de ce management en mode collaboratif. Alors, le manager aujourd'hui a un nouveau rôle. Déjà, on le voit bien. La première étape, c'est d'être en interpersonnel avec chacun. C'est donc de discuter avec les collaborateurs one-to-one et là, d'utiliser des compétences d'écoute, d'empathie, d'être sur du management interrelationnel. La deuxième étape, c'est l'équipe. Dans l'équipe, bien entendu, le manager doit créer un cadre de bienveillance pour laisser la liberté à chacun de pouvoir s'exprimer et co-créer. Ce cadre est essentiel pour que l'équipe puisse créer plus que ce que chacun pourrait faire individuellement. La troisième étape, c'est l'étape, bien entendu, d'appartenir à différents groupes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bien entendu le manager va être au sein d'un groupe, mais qu'il va aussi contribuer à d'autres collectifs, des collectifs de projets, des collectifs qui seront des écosystèmes, des collectifs qui seront aussi des communautés internes et externes. Et cette ouverture vers d'autres groupes est essentielle. Il faudra qu'avec cette ouverture, il puise des ressources pour pouvoir enrichir sa propre équipe. Enfin, le manager va être un créateur d'intelligence collective. Alors ça voudra dire trois choses. Il faudra que dans son équipe, il puisse mettre chacune des personnes en relation avec d'autres équipes auxquelles il contribue. Il faudra également qu'il puisse accepter que chaque collaborateur fasse rentrer des équipes et des ressources qui lui sont propres. Et troisièmement, il faudra qu'il crée un cadre pour que les projets et la co-construction des idées puissent grandir. Pourquoi? Parce que la dernière étape, c'est que le manager et son équipe, pour rester en dynamique, doivent appartenir à d'autres écosystèmes d'innovation.
et nous aurons de très bons exemples donnés dans ce book par des professionnels. Ainsi, on voit bien que le manager évolue d'un rôle de manager d'équipe à un rôle de créateur d'intelligence collective et qu'il évolue parce qu'en fait l'entreprise se transforme. Ce schéma nous montre que l'entreprise va se transformer dans deux axes. Le premier axe, c'est l'axe bien sûr qui montre que l'entreprise n'a plus de frontières entre l'interne et l'externe. Et quelque part, eh bien, les frontières qui hier étaient vraiment closes, aujourd'hui sont totalement fondues. Le deuxième axe, c'est qu'en fait, on est de plus en plus dans des objectifs qui passent eh bien, d'objectifs connus à d'objectifs émergents que l'on co-construit avec les autres. Et ainsi, le manager va devoir gérer son équipe ici en étant un manager classique, mais également donc en étant garant de la performance, qu'on appelle les indicateurs, les KPI, en étant bien sûr avec différents types de gestion de profil, mais il est également contributeur à des projets. Il va être à la fois expert, il va être à la fois apporteur d'idées. Il va ouvrir également son équipe vers des écosystèmes avec des startups, avec des fournisseurs, des co-compétiteurs, bien sûr des environnements ouverts, étrangers, faits de clients et autres acteurs. Et il va bien sûr travailler avec des réseaux sociaux qui seront des communautés auxquelles il pourra faire référence en fonction des besoins, des communautés personnelles ou professionnelles. Les rôles du manager sont de plus en plus variés et complémentaires. Et là, on comprend bien qu'il y a sur le manager d'équipe eh bien, d'autres façons de se comporter. On appelle ça les 5 R. Les 5 R, qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport à une équipe, le manager doit d'abord donner à chacun un rôle. Mais ce n'est pas un rôle fixe, c'est chacun à tour de rôle qui peut avoir un rôle différent entre celui qui va organiser, celui qui va contribuer, celui qui va rendre compte, va chercher les ressources, etc. C'est le premier R. Le deuxième R, c'est le R de rite. Qu'est-ce que ça veut dire? Rite ou routine? Il est important pour avoir la cohésion, pour être garant de la culture, eh bien d'avoir des icebreakers, d'avoir des moments qui nous rassemblent et qui sont récurrents. Le troisième R, c'est le R de règles. L'idée, quand on manage un groupe, c'est non pas d'avoir des règles qui nous viennent des process et qui sont rigides, mais d'avoir des règles comportementales, des règles où on va valoriser les succès, on va reconnaître les nouveaux entrants, etc. Le quatrième R, c'est bien sûr les règles du respect. Le respect, c'est une façon d'accepter la différence et bien entendu la diversité. Et ensuite, le dernier R, c'est le R de reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le succès de chacun doit être félicité et reconnu par tous. Quand on est dans un mode collaboratif, on valorise, on est dans de la logique donc de félicitations, que l'on soit manager, collaborateur, collaborateur, manager, on valorise ce qui est fait positivement et tout ce qui a pu être fait collaborativement. Donc vous voyez, le management d'équipe évolue au regard de ces 5 R. Mais bien entendu, quand on est dans un groupe ou dans différents groupes, il faut accepter de changer de rôle. Le manager n'est plus simplement un métier, c'est une succession de différents rôles. Alors on a bien sûr des groupes dans lesquels on va avoir un rôle opérationnel, puis des groupes où au contraire on sera dans la constitution et la participation à des projets, on sera dans des groupes d'experts où on aura affaire à des communautés qui peuvent être externes ou spécialisées, et puis on aura bien sûr des communautés diffuses où on partage, où on essaye de s'enrichir, où on apprend ensemble. Donc on appartient à différents groupes. Mais au-delà des évolutions du rôle de manager, au-delà du fait que l'on appartient à différents groupes, ce qui change également, c'est qu'il faut penser écosystème. Alors les écosystèmes, ce sont à la fois des territoires, des personnes, des méthodes, des outils, comme nous l'explique très bien Anne Berthinet-Poncet ou bien sûr Denis Christol avec les écosystèmes d'apprentissage. Les écosystèmes, c'est d'autres façons de voir bien sûr les modalités d'apprentissage, d'innovation, les territoires ou bien entendu les modèles économiques. Ce sont en fait des co-constructions de groupes qui sur des moments, des projets, des objectifs
peuvent interagir et le manager doit apporter ses équipes dans ces écosystèmes et accepter de faire en sorte qu'on vive avec d'autres équipes des moments dans ces écosystèmes ou que d'autres équipes participent dans ces écosystèmes à de nouvelles expériences. Voilà, tout ceci pour vous dire que la dernière particularité du manager, c'est de pouvoir entretenir ses réseaux personnels et professionnels. Vous savez, c'est Granovetter qui a bien sûr théorisé les liens forts et les liens faibles. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en fait, il y a deux façons de voir les réseaux. La première façon, c'est quand vous êtes avec des personnes que vous connaissez très très bien, qui vous sont proches. Dans le domaine personnel ou professionnel, on appelle ça des liens forts. Et ces personnes, vous allez pouvoir les solliciter pour avoir un bénéfice. Et puis, il y a d'autres types de personnes qui sont les gens que connaissent vos liens forts. C'est ce qu'on appelle les liens faibles. Et donc, vous voyez ici, nous avons un lien fort. Et ici, nous avons des liens faibles. Eh bien, Granovetter nous apprend qu'en fait, il faut toujours cultiver son réseau à froid, c'est-à-dire quand on n'en a pas besoin, pour pouvoir en bénéficier à chaud quand on en a besoin. Ça s'appelle créer la confiance. Et deuxièmement, il nous apprend que c'est plus important d'avoir un réseau avec beaucoup de liens faibles que très peu de liens forts. Donc, le réseau est également une compétence stratégique que le manager doit avoir. Voilà, nous avons terminé cette première session. L'objectif était de vous montrer qu'aujourd'hui, le manager doit évoluer de sa posture de manager d'équipe à sa posture de créateur d'intelligence collective.